Bien, on va quand même commencer. Ça va, on m'entend? Certains vont sans doute arriver un petit peu après, mais ils vont se placer dans le silence, donc ça ne nous gêne pas beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos portables après la conférence, très important. Donc, au nom de France Chimie Île-de-France qui organise ces 2 jours, je vous souhaite la bienvenue à ce qui est le village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. Alors, cette conférence est enregistrée au niveau du son, mais pas au niveau de l'image. Donc, nous ne verrons pas notre portrait. C'est pour ça qu'on n'a pas de maquilleuse. Il y a des personnes qui se sont inscrites également dans des pays d'outre-mer et dans différents pays francophones, donc peut-être qu'elles sont devant leur écran en ce moment. Le premier village de la chimie, c'était tout petit. On avait mis à notre disposition dans un obscur sous-sol de la mairie de Issy-les-Moulineaux quelques stands un petit peu bancals. Et aujourd'hui, donc cette 20e session du village de la chimie se passe dans un cadre prestigieux. Nous avons 53 entreprises, 25 à peu près écoles et universités, plus des associations, etc., publiques et privées. Donc c'est, je dirais, un grand succès. 11 conférences sont organisées pendant ces 2 jours. Et à la fin de demain soir, nous remettrons les prix aux candidats Île-de-France qui ont concouru pour les 39e Olympiades de la chimie. Alors, si vous êtes persuadés comme nous que la chimie, ce n'est pas le problème, mais la solution, je suis sûr que cette conférence et la visite des différents stands que vous avez au-dessus vont vous permettre de vous donner envie de connaître un petit peu plus ce domaine infiniment diversifié qu'est la chimie, et peut-être d'en faire un jour votre métier et votre passion. Nous accueillons aujourd'hui Madame Ruzette, qui appartient au Centre national de la recherche scientifique et qui va vous faire donc un exposé sur cette étonnante chimie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci monsieur. Bienvenue à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien jusque tout au fond? C'est bon? Ok, super. Bon, moi, je suis un peu éblouie, je ne vous vois pas super bien, mais ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, effectivement, mon but, en fait, c'est de vous donner envie. Je vais essayer de vous montrer la merveille de ce qui se fait en recherche en chimie au CNRS. Alors, c'est quoi le CNRS? Certains d'entre vous savent très bien, d'autres peut-être pas. C'est le Centre national de la recherche scientifique. Donc, c'est un institut, un établissement de recherche publique qui contient 10 instituts. Le plus gros des instituts du CNRS, c'est l'Institut des sciences humaines et sociales. On l'oublie souvent parce qu'on pense souvent à la science dure, mais en premier, il y a effectivement les sciences humaines et sociales, et ensuite la chimie, la physique, la biologie, etc. Et donc moi, je travaille à l'Institut de chimie. Je suis chercheur en sciences des matériaux et maintenant, je suis totalement dédiée à ce qu'on appelle la communication scientifique. Donc, j'essaye de mettre en avant pour le grand public, pour que tout le monde puisse voir les dernières avancées en recherche en chimie qui se font dans nos laboratoires, qui sont répartis à travers toute la France. Et pour mettre en avant cette recherche et un peu la diversité de projets qu'on a dans les laboratoires du CNRS, on a voulu faire un livre. En fait, l'Institut de chimie a eu cette initiative de faire un livre qui parlerait un peu à tous et qui serait comme une boîte dans laquelle vous pouvez piocher. Un livre qui s'appelle Étonnante chimie et qui vous montre, à travers différents domaines, que ce soit l'environnement, la santé, etc., que font les chimistes aujourd'hui en recherche, à quoi ils essayent de répondre. Et c'est une question importante parce que, alors, quand on vous dit chimie, si vous êtes à l'école et que vous avez des cours de chimie, vous pensez à une matière. Dans la rue, quand vous dites chimie à quelqu'un, très souvent, les gens pensent à une industrie. Et puis, très souvent, on entend chimique, on se dit c'est chimique par opposition à naturel, c'est polluant. L'industrie chimie n'a pas toujours une très bonne presse. La chimie, avant tout, rappelons-le, c'est une science. Quelle science? Eh bien, la science qui s'intéresse à la transformation de la matière. Pourquoi? Pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir créer des nouveaux matériaux avec des propriétés étonnantes qui vont nous être utiles, pour pouvoir créer des nouveaux médicaments, pour pouvoir soigner notre environnement et le dépolluer. Et je vais vous montrer un petit peu tous ces exemples. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit dessin animé, c'est-à-dire un tout petit film
qui dure 1 minute et qui est là justement pour illustrer un petit peu l'ensemble de ce que je vais vous présenter. Alors, je crois qu'il faut juste que je fasse ça. Quand on parle de chimie, on pense souvent à ça, ou encore à ça. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La chimie est partout autour de nous. Elle participe à la magie des sens, nous aide à décrypter les odeurs et les saveurs du monde, La vidéo défile pas. et à communiquer. Attendez. De nos jours, les chimistes Mais la vidéo développent défile pas. pour Elle défilait tout à l'heure, maintenant elle matière défile à plus. l'échelle microscopique, dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Bon, alors c'est dommage parce Certains qu'il est ont mignon trouvé ce la film, il est découverte super, mais attendez, là, je peux pas vous le montrer. Super calculateur afin de découvrir de nouvelles molécules et des matériaux innovants. D'autres s'efforcent de J'arrive percer même les pas à mystères sortir des du couleurs film. et des Vous voyez, en techniques fait, des grands ça peintres défile pas. ou de mimer. Alors, on va essayer de le remettre. Comme ça. Quand Voilà. on parle de chimie, Bon, là, on vous voyez. pense souvent à ça, ou encore Remettez-vous à ça. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La chimie est partout autour de nous. Elle participe Oui, en plein écran, il défile pas. Quand on parle de chimie, Là, il on y a plus pense l'image, souvent hein. à ça, ou encore à ça. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La chimie est partout autour de nous. Elle participe. Quand on parle de chimie, on pense souvent à ça, ou encore à ça. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La chimie est partout autour de nous. Elle participe à la magie des sens, nous aide à décrypter les odeurs et les saveurs du monde, à réparer le corps humain et à communiquer. De nos jours, les chimistes développent des outils pour manipuler la matière à l'échelle microscopique, dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Certains ont tronqué leurs éprouvettes pour des supercalculateurs afin de découvrir de nouvelles molécules et des matériaux innovants. D'autres s'efforcent de percer le mystère des couleurs et des techniques des grands peintres, ou de mimer le génie des plantes qui dépolluent et transforment le CO2 en une ressource durable. La chimie nous plonge au cœur de l'infiniment petit pour nous permettre de côtoyer l'infiniment grand. Avec ses avancées extraordinaires et ses acteurs au profil parfois surprenant, la chimie n'a pas fini de nous étonner. Voilà, une petite entrée en la matière pour vous montrer de façon amusante que la chimie est partout. Alors, évidemment, maintenant, je ne suis plus en mode est-ce que ça marche? Non, il faut que j'essaye de le remettre en... Bon, alors on va voir si ça marche. Non. Voilà. Alors, je vous disais, la chimie est partout et effectivement, donc, elle est. Alors, certaines recherches sont tout simplement sur les traces de notre passé. On verra un exemple. Et aussi, essayer de comprendre les origines de la vie. Est-ce que la chimie peut expliquer les origines de la vie et d'où on vient? La chimie travaille beaucoup à réparer notre environnement, à améliorer des choses que nous-mêmes, on a abîmées, hein, très souvent. Et aussi à développer des nouvelles sources d'énergie. La chimie prolonge et améliore la vie. On oublie souvent qu'un médicament, c'est une molécule chimique qu'on doit souvent synthétiser. La chimie nous accompagne au quotidien, dans vos assiettes, dans vos téléphones portables, dans vos douches, dans vos salles de bain, etc. Et la chimie, c'est aussi des personnages qui parfois ont marqué l'histoire. Et je vous donnerai un petit exemple. Alors, comprendre les origines de la vie, eh bien, c'est une science qui fait intervenir la chimie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vient de l'espace. Hein. Notre planète s'est formée dans le milieu interstellaire. Et une grande question se pose de savoir, mais dans ce milieu interstellaire, quand la planète Terre s'est formée, est-ce qu'il y avait déjà des acides aminés? Qu'est-ce qu'il y avait comme chimie? Qu'est-ce qu'il y avait comme molécules? Et donc, qu'est-ce qu'on utilise comme technique pour ça? On utilise des spectroscopies, on utilise des très grands appareils qui sont développés, le plus récent étant le télescope James Webb qui a été envoyé l'an dernier et qui fait ses mesures déjà maintenant, à différentes longueurs d'onde, donc pour essayer d'observer des objets et des molécules de différentes tailles et à différentes distances de la Terre. Aujourd'hui, on a déjà un catalogue assez complet. On sait déjà qu'il y a dans le milieu interstellaire, effectivement, du carbone, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, de l'eau. Et les chimistes cherchent, essayent de voir s'il y a des molécules qui ressemblent aux acides aminés, c'est-à-dire ces briques de base dont nous sommes constitués. Est-ce qu'il y a de la vie dans ce milieu interstellaire?
Est-ce qu'il y a d'ailleurs de la vie, peut-être sur une autre planète dans notre galaxie? Ce sont des recherches qui nécessitent souvent de développer dans les laboratoires des conditions qui vont imiter le milieu interstellaire, parce que ce n'est pas facile d'aller faire nos expériences là-bas. Et donc, on peut essayer de mimer cet environnement avec des appareils sous pression ou au contraire sous vide et avec des appareils sous différentes températures, parce que là-bas, il fait très, 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 très froid et le milieu est très, très, très peu dense. Il y a très peu de molécules. Il faut se rendre compte que dans le milieu interstellaire, la probabilité de rencontre de deux molécules entre elles, elle est 1 million de fois plus petite que dans notre atmosphère. Donc, s'il y a de la chimie, elle a peu de chances de se produire et pourtant, elle se produit. Donc ça, ce sont des recherches notamment qui se passent à Nice, dans un laboratoire qui travaille avec des Allemands, pour essayer de comprendre ces origines de la vie. Je vous disais que la chimie soigne notre environnement. Et comment? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret qu'on aime beaucoup parce que c'est un exemple qui est vraiment très interdisciplinaire et qui montre comment on peut vraiment trouver des solutions à certains problèmes d'aujourd'hui. Cet exemple, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation et c'est une recherche qu'une chercheuse, Claude Grison, qui est à Montpellier, a menée et qui lui a d'ailleurs valu l'année dernière le prix de l'inventeur européen. Une recherche qui est très marquante puisqu'en fait, cette chercheuse, elle est tout simplement devenue agriculteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle étudie des plantes très particulières, qu'on appelle des légumineuses. Vous voyez cette jolie fleur jaune là-haut. Cette plante, elle a la particularité dans ses racines de pouvoir former des petits nodules dans lesquels viennent se loger des bactéries et de vivre en symbiose avec les bactéries qui sont dans le sol. Les bactéries vont travailler pour la plante et vont transformer le diazote en ammonium, en ion ammonium et donc en ammoniac pour lui donner de l'engrais. Tandis que la plante va donner du glucose à la bactérie. Et cette symbiose fait que d'abord, cette plante est capable de vivre dans des conditions dans lesquelles aucune autre plante ne vit, dans des milieux totalement arides et totalement dépourvus de nutriments. Alors, cette plante, c'est pas tout. Elle a en plus une particularité très importante, comme beaucoup de plantes, et aujourd'hui, ce groupe a fait un catalogue très complet des plantes qu'on peut utiliser. Elle est capable de concentrer dans ses feuilles les métaux. Elle pompe dans ses feuilles les métaux qui sont présents dans le sol. Par exemple, le site que vous voyez, c'est le site des Avinières. Donc, c'est un lieu d'une industrie minière très importante pour le zinc et qui a complètement pollué le sol à tel point que plus aucune plante ne pouvait pousser. Et en fait, les chercheurs ont développé toute une surface de plantation de Antilis vulneraria, qui est cette plante. Ils ont artificiellement un peu nourri la plante en mettant au départ le sucre magique et particulier qui fait que la bactérie prolifère. Une fois que la bactérie prolifère, la symbiose s'installe et la plante a pu pousser. Après 2 récoltes de cette plante, eh bien, c'est extraordinaire, le terreau est redevenu viable pour d'autres espèces végétales. Le sol a été dépollué de cette surconcentration en zinc. Mais alors, en plus, ce qui est encore le plus impressionnant, c'est qu'en fait, les feuilles de cette plante, lorsqu'on les récolte, elles sont concentrées en métaux. Eh bien, les chercheurs ont mis en évidence qu'on peut récupérer toute cette biomasse, c'est-à-dire toute la partie végétale de la plante qui a poussé, et les calciner et les friter, les couper en petits morceaux, obtenir une poudre qui est en fait chargée en métaux et qui peut fonctionner comme un catalyseur. Alors, vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est qu'un catalyseur, mais ce sont les produits qu'on utilise le plus en chimie. Le catalyseur, c'est un peu l'agent qui va permettre qu'une réaction chimique se passe quand la nature n'avait pas forcément prévu qu'elle se passe. Et aujourd'hui, pratiquement tous les produits chimiques qu'on utilise ont été fabriqués grâce à l'ajout de catalyseurs. Donc, c'est une recherche qui a des enjeux très importants d'un point de vue écologique, mais aussi pour l'industrie chimique. Un autre exemple de comment on peut protéger notre environnement, eh bien, on peut se dire, on utilise beaucoup de produits chimiques, mais peut-être qu'on peut utiliser des produits chimiques qu'on va fabriquer non plus avec des matières premières qui sont, par exemple, le pétrole, mais avec des matières premières qui seraient des déchets. Alors, c'est très simple. Eh bien, prenez l'exemple du jus d'orange. Quand vous buvez 1 litre de jus d'orange, bon, vous ne buvez pas un verre de jus d'orange, mais qu'il y avait sur la table une carafe de 1 litre de jus d'orange, vous avez en fait généré 4 kilos environ de pelure d'orange. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces peaux d'orange? Eh bien, si elles sont bien collectées, d'où l'importance d'apprendre à bien trier ces déchets, si ces peaux d'orange sont bien collectées, on peut les utiliser pour en extraire le limonène. Le limonène, c'est une molécule aromatique qui donne cette très délicieuse odeur à la peau d'orange, mais aussi au citron, qui est utilisé dans beaucoup de domaines, mais qui a aussi une particularité, c'est que c'est un solvant tout à fait bio, qui peut être utilisé à la place d'autres solvants dans l'industrie chimique. Donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont développé des process qui permettent de récupérer ce limonène de façon, parce que bien sûr, il faut le faire de façon énergétiquement rentable, sinon c'est pas une bonne solution, et de pouvoir utiliser ce limonène comme solvant à la place de solvants qui étaient plus toxiques.
Un autre exemple, eh bien, c'est que dans nos applications, que ce soit les détergents, que ce soit la cosmétique, que ce soit les gels, etc., on utilise énormément de molécules qu'on appelle des tensioactifs. Le tensioactif le plus simple, vous le connaissez tous, c'est le savon. C'est une molécule qui à la fois aime l'eau et la graisse. D'accord? Elle a une double propriété. Et en fait, ces savons, eh bien, ou ces molécules moussantes, on peut les obtenir à partir de déchets. Tout simplement en prenant de la paille, qui est en fait très, très chargée en sucre, et en récupérant les sucres qu'on peut extraire de cette paille, et par ailleurs, en prenant les alcools gras qu'on peut récupérer dans l'industrie des huiles agroalimentaires, et on peut mettre ensemble ces deux produits solides ou semi-solides pour obtenir un liquide. Par cette réaction assez magique qui s'appelle la glycolysation, qui est une réaction par laquelle le sucre et l'alcool vont s'attacher ensemble pour obtenir des produits moussants ou des tensioactifs qui sont tout à fait bio. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des industries, enfin des usines qui se sont développées et qui sortent plusieurs milliers de tonnes de ces tensioactifs par an à partir de nos déchets. Voilà 2 exemples qui vous montrent un peu le genre de recherche qu'on peut faire pour essayer de développer des solutions concrètes. Alors maintenant, je vous disais aussi que l'environnement, bon, ben, c'est sûr, il y a le sol, il y a les plantes, etc. Mais il y a aussi notre atmosphère. Hein, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Vous êtes un peu la génération qui a les oreilles bassinées avec ça depuis le début et puis qui se dit est-ce que c'est à nous de résoudre ce problème de demain? On entend tout le temps parler du CO2, on entend parler des trous dans la couche d'ozone, du réchauffement climatique, etc. Eh bien, les chimistes sont très actifs dans ce domaine pour essayer de comprendre cette chimie atmosphérique pour essayer de résoudre certains problèmes de pollution. Cette chimie atmosphérique, elle est beaucoup reliée à la chimie de la surface des océans. Et donc, cette surface qui est là un petit peu mouvementée, mais qui pourrait être beaucoup plus plane par une grande journée sans vent, cette surface de l'océan qui représente une énorme surface de notre planète, eh bien, c'est le lieu d'énormément de chimie, de beaucoup de réactions d'adsorption et d'évaporation. Une chimie qui est très importante pour ce qui se passe après dans les nuages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les nuages? Comment on va faire pour aller étudier un nuage chimiquement? Eh bien, certains chercheurs se sont posé la question et ont développé des cages à nuages. Voilà, alors un peu moins poétique que l'image du milieu, mais ce que vous voyez à gauche et à droite, en fait, ce sont des pièges à nuages qui ont été installés en haut du Puy-de-Dôme pour essayer de mesurer l'évolution de la composition chimique de l'eau des nuages au fil de la nuit et de décrypter qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Parce que si je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans un nuage, spontanément, vous allez me dire de la vapeur d'eau, des gouttelettes d'eau condensées. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'il y a principalement. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça dans une goutte de nuage. En fait, ce qui se passe, c'est que l'activité terrestre et aussi l'activité l'activité végétale relarguent dans l'atmosphère ce qu'on appelle des terpènes, donc des molécules organiques qui s'évaporent des forêts, mais qui s'évaporent aussi de nos activités. Et puis nous, bien, ce n'est pas que des terpènes et des molécules naturelles, c'est aussi des produits chimiques. Ces molécules vont s'évaporer et vont se retrouver très souvent le lieu d'une condensation et d'une nucléation pour faire une petite particule qu'on appelle un aérosol. Et cet aérosol, c'est le grain, le germe du nuage. Ensuite, la goutte du nuage va se former, se coaguler, et vous allez avoir vraiment la formation de nuage. Et à l'intérieur de ce nuage, vous avez énormément de chimie. Il y a de la lumière, il y a de l'oxygène, il y a des molécules organiques et il y a de l'eau. Toutes les conditions pour une chimie très complexe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a même des bactéries à l'intérieur des nuages qui vont parfois de façon enzymatique catalyser certaines réactions chimiques. Et pourquoi c'est important tout ça? Parce que toute cette chimie, elle vous retombe sur la tête. Parce que lorsqu'il pleut, ces gouttes d'eau qui descendent, eh bien, ce n'est pas que de l'eau, c'est aussi de la chimie. Alors les chimistes essayent de comprendre réellement et puis surtout de suivre au cours du temps comment ça évolue en fonction des saisons. Maintenant, on va passer à un autre registre. Je vous disais que la chimie essaye aussi de développer des solutions pour l'énergie. Ça aussi, c'est un sujet dont vous entendez énormément parler. Est-ce que demain, on sera dans des voitures électriques ou est-ce qu'on sera dans des voitures à l'hydrogène? Est-ce qu'on aura encore du charbon ou plus jamais? Voilà, donc cette grande question d'énergie, c'est omniprésent, avec des cibles très, très hautes que le gouvernement nous met et qui font que les chercheurs sont extrêmement actifs pour essayer de développer effectivement les batteries et les supercondensateurs de demain, mais aussi le photovoltaïque, l'hydrogène, la photosynthèse artificielle, peut-être de façon plus anecdotique, mais une recherche importante. Et je vais vous montrer un tout petit peu où on en est dans ces domaines-là.
Donc, les batteries, eh bien, c'est une longue histoire, hein, puisque c'est plus d'un siècle de batteries qui ont énormément évolué et qui font qu'aujourd'hui, vous avez vos téléphones portables, mais aussi tous ces objets connectés, mais aussi toutes ces technologies que vous utilisez en permanence. Ces technologies, elles nécessitent des matières premières qui ne sont pas forcément toujours évidentes à trouver et dont le stock ou les ressources sur Terre ne sont pas forcément infinies. Donc, une des recherches assez importantes, c'est de déplacer progressivement cette technologie. La batterie la plus classique aujourd'hui que vous avez dans tous vos téléphones portables, c'est la batterie lithium-ion. C'est-à-dire que c'est quoi? Eh bien, ce sont des ions lithium qui, en fonction du cycle charge et décharge, se déplacent à travers un électrolyte d'une électrode vers l'autre. Mais demain, la batterie, peut-être même en 2023, peut-être que vous allez être témoin cette année, 2023, peut-être 2024, peut-être en France ou peut-être au Japon. On attend beaucoup l'arrivée de ce qu'on appelle la batterie sodium-ion. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être tous entendu parler du problème du lithium. Certains, oui? Ça ne vous dit rien? Donc, les batteries lithium-ion, elles utilisent du lithium. Et le lithium, on le récupère au Chili, dans des lacs qui sont des saumures. Et le vrai problème, c'est que pour le récupérer, il y en a, ce n'est pas le problème qu'il y en a ou il n'y en a pas, il y en a. Mais pour le récupérer, on doit utiliser énormément d'eau douce. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer des batteries qui ne seront plus avec du lithium, dont l'extraction pose problème, mais avec du sodium, qui est un ion un peu plus petit et qui peut tout à fait marcher aussi bien. Donc, les chimistes au CNRS sont en train d'essayer de résoudre les derniers problèmes pour obtenir des propriétés aussi bonnes. Et d'ailleurs, Jean-Marie Tarascon, qui est un professeur au Collège de France, a eu cette année la médaille d'or du CNRS, la plus grande récompense scientifique française, pour ses recherches sur les batteries. Voilà, peut-être donc, quand vous entendrez dans la presse que la batterie sodium-ion est arrivée, si c'est en France, vous serez heureux de savoir que ça vient effectivement de ces recherches. Le photovoltaïque, est-ce que demain, il y aura des panneaux solaires partout, sur tous vos toits et sur toutes les maisons? Eh bien, c'est probable. On développe en tout cas de plus en plus cette technologie. À quoi elle est confrontée? Parce que vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Effectivement, les panneaux solaires, ça fait un moment. La question, c'est aujourd'hui, quels sont les défis? Quels sont les enjeux? Eh bien, d'avoir des panneaux solaires avec des rendements qui sont les meilleurs possibles, et puis surtout avec des matériaux qui ne coûtent pas trop cher, qui ne polluent pas trop l'environnement pour être produits et qu'on peut potentiellement recycler derrière. Donc, c'est ça les vrais enjeux aujourd'hui, de dépasser les rendements et d'avoir des matériaux durables. Alors, l'avenir, eh bien, c'est ce qu'on appelle, ça c'est pareil, ça va être, alors peut-être pas 2023, peut-être 2024, mais en tout cas, c'est une avancée qui devrait vraiment pas tarder à arriver sur le marché, c'est ce qu'on appelle les perovskites. Alors, ça ne va pas trop vous parler, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est un matériau qui est naturellement présent. Vous voyez, c'est un minerai, en fait. Hein, vous le voyez en haut à droite. Voilà, je vous ai mis un petit morceau. Ce que vous voyez à gauche dans le rond, c'est sa structure cristalline. En fait, c'est un matériau qui a des propriétés semi-conductrices parfaites pour le photovoltaïque. Mais malheureusement, jusqu'ici, sa stabilité ne permettait pas son utilisation. Et les recherches des 10 dernières années à travers le monde entier ont permis de dépasser ces verrous. Et donc, cette technologie devrait arriver d'ici peu avec des très, très bons rendements et une production de coûts beaucoup moins élevée que celle des panneaux solaires actuels en silicium. Et alors, l'hydrogène. Beaucoup de gens se disent, alors l'hydrogène, est-ce que l'hydrogène vraiment va être dans ma voiture ou pas? Où est-ce qu'on va retrouver l'hydrogène? Donc, l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'énergie. D'accord? C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est une molécule. En fait, ce n'est pas juste de dire l'hydrogène, on doit dire le dihydrogène, puisque ce sont deux atomes d'hydrogène liés entre eux. Pourquoi le dihydrogène est un vecteur d'hydrogène? Eh bien, parce que dans cette liaison chimique entre les atomes d'hydrogène, il y a une énergie qui est très facile à récupérer. Alors aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est de savoir comment on va utiliser les énergies renouvelables. Vous savez tous que le soleil et le vent, ce n'est pas toujours où on veut ni quand on veut, qu'on ne le maîtrise pas. Par contre, ce sont des très grandes sources d'énergie. Ça veut dire que tout ce qui est éolien et tout ce qui est solaire, ça produit de l'énergie, mais pas forcément au moment où on voudrait l'utiliser ou là où on voudrait l'utiliser. Et donc, la question, c'est comment stocker cette énergie pour pouvoir l'utiliser ailleurs? Alors, vous allez me dire, une solution, pourquoi pas la stocker dans des batteries? C'est vrai, on pourrait la stocker dans des batteries, sauf que ça veut dire qu'il faudrait produire encore toutes ces batteries supplémentaires, en plus des batteries qu'on a déjà prévu de produire pour électrifier la mobilité, donc les voitures. Et on sait déjà qu'on n'aura pas les ressources suffisantes en cobalt, nickel et métaux qui sont nécessaires pour les batteries pour pouvoir satisfaire tous ces besoins. Donc, il faut une autre solution. Eh bien, c'est l'hydrogène qui semble être cette solution la plus adaptée. Ça veut dire que vous avez un montage ici, je vais quand même vous l'expliquer, parce que c'est un montage pédagogique qui n'est pas réel, mais qui est quand même intéressant.
En gros, vous avez ici en haut à gauche, est-ce qu'il y a une petite lumière là-dessus? Non, pas sûr. En haut à gauche, vous voyez des petites lampes. Ces lampes simulent l'énergie solaire. Juste en dessous de ces petites lampes, vous avez des petits panneaux solaires. Ces petits panneaux solaires reçoivent la lumière et envoient de l'électricité dans ce qu'on voit ici, qui est une cellule. Là, ici, là, une cellule qu'on appelle un électrolyseur. L'électricité arrive dans la cellule où il y a de l'eau et elle va casser les molécules d'eau pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et cet hydrogène, ici, on ne le voit pas, mais en fait, on pourrait le stocker dans une bonbonne. Et ensuite, cet hydrogène, quand vous le mettez dans une pile à combustible, vous faites la réaction inverse et vous combinez l'hydrogène et l'oxygène et vous récupérez de l'eau et de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un panneau solaire qui va produire de l'électricité, qu'une éolienne qui va produire de l'électricité vont pouvoir alimenter un électrolyseur pour obtenir de l'hydrogène. Et à terme, cet hydrogène, vous pourrez l'utiliser pour le transport ou pour autre chose plus loin, à un autre endroit, ou pour alimenter en électricité une maison, une ville, etc. Et donc, l'hydrogène semble être ce vecteur qui permettra d'utiliser les énergies intermittentes et renouvelables là où on veut et quand on veut. Quels sont les défis des chimistes pour ça? Eh bien, ce sera bien sûr développer. Là, vous avez le schéma d'une cellule d'électrolyseur. Donc, vous avez deux électrodes, l'anode et la cathode. À l'anode, on forme de l'oxygène et à la cathode, on forme de l'hydrogène. Ces deux électrodes, elles ont absolument besoin de catalyseurs. Et ces catalyseurs, jusqu'ici, pour la partie hydrogène, c'était du platine. On ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire massivement des électrolyseurs avec du platine. Donc, les chercheurs cherchent des catalyseurs qui seront aussi efficaces, mais qui sont peut-être plutôt à base de fer ou de métaux très abondants. Et en plus, avec des électrodes dont le matériau est très stable et facile à produire. Des grands enjeux pour demain. Un dernier exemple dans l'énergie qui est très beau aussi, c'est est-ce qu'on pourrait imiter les plantes? Vous avez tous déjà vu la photosynthèse ou pas encore? Oui? Donc, vous savez tous que la photosynthèse, c'est une réaction chimique qui est activée par la lumière et qui permet, grâce à la lumière, à la plante de transformer le CO2 de l'air en glucose, c'est-à-dire en ressource énergétique pour la plante. Et c'est comme ça que la plante génère toute sa biomasse. Elle pousse grâce au carbone qui est dans l'air. Et ce carbone, elle l'obtient de la molécule de CO2. Mais la molécule de CO2, c'est une molécule terriblement stable. C'est une molécule qui n'a absolument pas envie de se casser. Et pour ça, il faut vraiment lui fournir de l'énergie. Eh bien, cette énergie, la plante, elle le prend dans le soleil. Et grâce à un catalyseur très particulier qui va faire en sorte que la liaison carbone-oxygène du CO2 se casse et que le carbone réagisse plutôt avec des atomes d'hydrogène pour faire des chaînes de glucose. Eh bien, des chercheurs ici à Paris, au Collège de France et à l'Université de Paris, ont développé ce qu'on appelle des cellules de photosynthèse artificielle. Ce que vous voyez au milieu, donc là, c'est une cellule électrochimique. À gauche, vous avez un panneau solaire avec des perovskites à l'intérieur, dont on parlait tout à l'heure. Ce panneau solaire envoie de l'électricité. Et l'électricité va permettre la réduction du dioxyde de carbone, ici non pas en glucose, mais ils ont fait de l'éthanol pour faire un carburant. Donc, ça veut dire que potentiellement, on pourrait, nous, êtres humains, aussi utiliser le dioxyde de carbone qui est dans l'air pour faire des carburants. Et peut-être essayer d'un petit peu fermer ce cycle qu'on a ouvert largement en relarguant énormément de CO2 dans l'atmosphère. Alors, vous allez me dire, ce qui est difficile, c'est comment on va aller chercher le CO2 qui est dans l'atmosphère, parce qu'une fois qu'on l'y a envoyé, ce n'est pas facile d'aller le récupérer. Eh bien, la première chose à faire, c'est tout simplement de connecter ce genre de dispositif aux usines qui sont extrêmement émettrices de CO2. Un exemple, les cimenteries. Ça émet énormément de CO2. Eh bien, à la sortie d'une cheminée d'une cimenterie, on pourrait mettre des dispositifs comme cela qui vont directement valoriser le CO2 au lieu de le relarguer dans l'atmosphère. Donc ça, ce sont encore des recherches très actives aujourd'hui qui peut-être permettront voilà. Je sais qu'il y a déjà 2 startups qui ont été créées, donc ce sont vraiment des avancées qui intéressent les industriels, donc à suivre dans les années à venir. En termes de santé, que fait la chimie? Mais d'abord, un médicament, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une molécule chimique. Et cette molécule chimique, historiquement, on l'extrayait des plantes. Pendant très longtemps, tous les médicaments ont été extraits des plantes. Un exemple, eh bien l'acide salicylique, qui est donc l'aspirine, eh bien, ça vient de la plante du saule, la feuille du saule. On a extrait aussi voilà, donc énormément de principes actifs des plantes. Le problème, c'est qu'avec la population qui a tellement grandi au fur et à mesure que les années avançaient, on ne peut pas soigner tout le monde avec des molécules qui viennent des plantes. Et donc, les chimistes ont développé des stratégies pour synthétiser artificiellement des molécules naturelles.
Et puis, par la même occasion, souvent améliorer finalement la molécule naturelle. Parce qu'un tout petit changement, un groupe, voilà, quelques atomes de carbone, hydrogène en plus, et finalement, la molécule peut agir différemment. Comment agit un médicament? Eh bien, le médicament, c'est de la chimie. Il a des fonctions, une forme et une nature chimique qui est faite pour reconnaître certains endroits, typiquement des protéines. Quelles protéines? Des protéines qui sont à la surface de la cellule et qui vont interagir avec ce médicament. Et cette interaction va venir induire une fonction de la protéine, ou plutôt bloquer une fonction de la protéine. Et ça, c'est l'action thérapeutique. Et donc, cette chimie, eh bien, elle est le lieu d'énormément de recherches, puisqu'aujourd'hui, avec des supercalculateurs, donc des ordinateurs, on peut essayer de dessiner la molécule parfaite qui sera la meilleure cible pour traiter telle ou telle pathologie. Un autre point important, ce n'est pas que de traiter, c'est de diagnostiquer. Il y a certaines maladies qui sont très difficiles à diagnostiquer, notamment les cancers, parce qu'on peut faire d'abord des premières analyses, mais on ne saura pas quel type de cancer. Et donc, on doit faire des biopsies. Une biopsie, c'est lourd, puisqu'il faut faire un prélèvement, qu'il faut faire une analyse, et que ça met énormément de stress sur le patient, parce qu'on doit attendre, etc. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train d'essayer de développer ce qu'on appelle des agents de contraste intelligents. Un agent de contraste, c'est forcément une molécule qui va, par la technologie que vous utilisez, donner plus de contraste. Donc, par exemple, si on prend un IRM, donc l'IRM, c'est une expérience qui utilise des champs magnétiques et qui va utiliser la résonance magnétique des atomes, et en particulier ici, des atomes, qui va regarder en fait la mobilité de l'eau, c'est-à-dire que ce sont les atomes, c'est l'eau qu'on regarde dans l'IRM, dans les tissus, et le problème, c'est qu'on n'obtient pas forcément de différence de contraste entre une zone malade et une zone pas malade. Et aujourd'hui, ce que vous avez de plus en plus, c'est le développement de chimie très particulière, comme vous le voyez là-haut, donc le galadium, qui est en fait un métal qui va permettre d'obtenir beaucoup plus de contraste dans l'IRM. Aujourd'hui, on va apprendre à lui greffer, ça veut dire accrocher chimiquement, hein. On fait une réaction chimique de greffage, donc on accroche chimiquement un récepteur spécial qui va s'accrocher, ou plutôt, non, pas un récepteur, une molécule chimique spéciale qui va interagir avec le récepteur uniquement de certains tissus, de certaines cellules. Et donc, par exemple, si par imagerie médicale, vous allez vouloir montrer un cancer à un endroit particulier, vous allez développer un agent de contraste qui va uniquement interagir avec ces cellules-là et uniquement avec les cellules qui ne sont plus saines. Et donc, vous allez, par imagerie médicale, directement voir non seulement où se situent les cellules cancéreuses, mais en plus de quel cancer il s'agit. Un autre exemple très important, c'est d'apprendre à réparer notre corps humain. Eh bien, aujourd'hui, sachez qu'avec des matériaux qu'on appelle composites, ça veut dire que ce n'est pas un matériau pur, mais c'est un mélange de plusieurs matériaux. Donc ici, notamment, ça va être une résine polymère. Donc une résine, c'est très simple, c'est de quoi sont faites les branches des lunettes, etc. Enfin, une résine polymère dans laquelle sont dispersées des petites nanoparticules de céramique qui vont venir apporter la dureté et imiter la matière de l'os. Et avec ce qu'on appelle un photo-initiateur, donc c'est-à-dire mais chez le dentiste, vous avez déjà vu ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà vu chez le dentiste le moment où il met une lumière violette pour figer quelque chose dans votre bouche? Eh bien, ça, c'est le moment où il fait une photopolymérisation. Il vient installer quelque chose de liquide, il met de la lumière et ce liquide prend forme et devient solide dans votre bouche. Eh bien, la photopolymérisation, qui est extrêmement utilisée dans le dentaire, elle est utilisée aussi pour réparer le corps humain. Et par exemple, pour faire des moulages extrêmement précis et complexes, par exemple du crâne, dans les cas très particuliers, on doit réparer le crâne avec des matériaux qui sont biodégradables. Donc, on va installer cette greffe, elle va prendre et le matériau va se résorber et les cellules naturelles vont venir pousser dessus pour venir finalement combler le vide. Alors, un peu plus léger, on va dire. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans un musée, enfin, vous êtes à la Cité des sciences et de l'industrie, mais vous pourriez aussi un jour aller au Louvre ou bien aller au musée de Cluny. En fait, la chimie essaye énormément de comprendre pour mieux préserver et pouvoir mieux observer nos œuvres d'art du passé. Et alors pour ça, eh bien, ce n'est pas une, deux, mais une myriade de techniques différentes qui vont être développées, certaines ultra précises, certaines plus globales, qui vont permettre d'étudier, j'ai envie de dire, une œuvre d'art sous toutes ses coutures. Non seulement quels sont les composants organiques, mais quels sont aussi les composants inorganiques qui sont les pigments de la peinture. Est-ce que cette peinture a été restaurée? Est-ce que ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment la couche que le peintre a peint ou est-ce qu'il y a eu des retouches qui ont été faites? Quelle est la trame du dessin qui avait existé sous la peinture, avant que la peinture ne soit faite? Alors c'est comme ça, par exemple, que des chimistes ont pu expliquer l'histoire des deux
Joconde de Léonard de Vinci. Puisqu'en fait, il y a une Joconde qu'on appelle la seconde Joconde au musée Prado à Madrid, qui n'est pas aussi belle que la Joconde qu'on a au Louvre, qui est différente, mais qui en même temps ressemble trop pour ne pas être issue du même peintre ou en tout cas du même atelier. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'en dessous de cette peinture, il y a le même dessin que sur la Joconde et que peut-être que Léonard de Vinci aurait donné plusieurs croquis à ses élèves en les laissant exprimer leur créativité et que finalement, la plus belle Joconde, évidemment, celle que lui a peinte et qui est celle qu'on appelle sfumato parce qu'elle a ce côté un peu ombragé, un peu mystérieux et qui n'est pas aussi beau sur celle du Prado à Madrid. Mais voilà le genre de recherche qui vient vraiment expliquer beaucoup de choses. On va aussi emmener des appareils dans certains cas parce que vous pensez bien qu'étudier une œuvre d'art, c'est pas facile. On ne va pas aller gratter et enlever toute une couche pour aller faire des analyses dans un laboratoire parce que l'œuvre d'art, elle aura perdu toute sa valeur. Et donc, on va faire ça. Eh bien, on développe. Donc là, c'est un appareil de diffraction des rayons X. Donc, ce n'est pas avec de la lumière qu'on vient regarder, mais c'est avec des rayons X. Ça veut dire un rayonnement beaucoup plus énergétique et beaucoup plus intense que la lumière. Et on vient regarder ici un tableau de Titien de très, très, très près pour aller vraiment analyser à des échelles toutes petites les variations de composition et expliquer le pigment et finalement se rendre compte que, tiens, il a utilisé tel bleu et que ce bleu-là, eh bien oui, ça correspond bien aux recettes qu'on utilisait à l'époque. Mais par contre, à cet endroit-là, il y a du plomb. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ils ont utilisé une huile spéciale pour pouvoir diluer leur pigment et pour pouvoir l'utiliser. Et c'est important, pourquoi? Eh bien, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de comprendre les recettes de peinture qui étaient utilisées à l'époque pour pouvoir potentiellement restaurer au mieux certains tableaux. Voilà. Alors, un autre côté assez amusant de la chimie, est-ce que vous connaissez ce que c'est le goût de bouchon? Une bonne bouteille de vin qui est bouchonnée, c'est un drame. Voilà. Pas encore pour vous aujourd'hui, je l'espère. Mais peut-être un jour, vous aurez acheté une belle bouteille de vin, vous serez très content de pouvoir célébrer un événement avec une bonne bouteille de vin et vous l'ouvrez. La déception, elle est bouchonnée. Ce n'est pas dû aux viticulteurs. Le problème du goût de bouchon, c'est qu'en fait, le liège est produit en très grande quantité. Enfin, on récupère le liège et c'est très difficile de déceler si le liège est parfaitement pur ou pas. Et lorsqu'il y a une certaine bactérie, elle va produire du trichloroanisole, le TCA, qui est la molécule que vous voyez là-haut. Et c'est cette molécule qui donne le goût de bouchon. Une fois qu'elle est présente dans le liège, c'est foutu. S'il fallait analyser tous les mètres carrés de liège qui sont utilisés pour faire des bouchons, ce serait tellement cher qu'on ne peut pas le faire. Et donc, la plupart du temps, on ne sait pas statistiquement s'il y aura ou pas ce goût de bouchon. Et bien, des chercheurs ont mis en avant des matériaux spéciaux, qui sont ces matériaux ici, qui sont toutes les zones roses, ce sont des trous. C'est ce qu'on appelle des MOF, des matériaux qui sont pleins de petits trous, mais des trous très réguliers, avec des tailles très particulières. Et il se fait que certains MOF ont une taille qui est exactement ajustée pour la molécule de TCA. Et que lorsque la molécule de TCA rencontre le MOF, elle s'y loge directement. Mais alors là, le MOF, lui, il change de couleur. Il devient luminescent. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des petits tests. On peut mettre ce matériau à proximité du liège et directement voir s'il y a ou pas ce trichloroanisole et donc directement éliminer les zones qui sont affectées, qui sont en général assez restreintes et assez petites. Voilà comment la chimie peut aider à sauvegarder une bonne bouteille de vin. Et enfin, j'arrêterai là avec, je vous disais, la chimie, c'est aussi des personnes importantes et des femmes importantes. C'est très important que les femmes entendent ça parce que parfois on se dit « Ah, je ne sais pas, une carrière en sciences. » Bon, il faut savoir que nous, à l'Institut de chimie du CNRS, on est quand même très contents parce qu'on a quand même 30% de femmes. Ce n'est pas la science la moins attractive pour les femmes. Il y en a encore plus en biologie, certes. Mais on continue quand même de vous dire que c'est important de regarder ces carrières-là aussi. Alors ici, vous avez une femme qui, à son époque, n'était absolument pas vouée pour être une intellectuelle et encore moins pour faire de la chimie. Elle s'appelle Marie-Anne Pauls et c'est la femme de Lavoisier. Lavoisier, vous avez déjà entendu. Hein, Lavoisier, père de la chimie, père de l'hydrogène, c'est lui qui a le premier compris les réactions de combustion de l'air et de l'inspiration de l'oxygène et l'expiration du CO2. Eh bien, en fait, Marie-Anne Pauls, très cultivée, elle était mariée à 13 ans. À 13 ans, elle aurait dû être une femme de salon qui est l'épouse de son mari, mais sans beaucoup plus de rôle à l'époque. Et pourtant, très érudite qu'elle était, en fait, elle a suivi son mari dans sa passion qui était la chimie. Et c'est elle qui a dessiné, mais pas que dessiné, j'ai envie de dire, répertorié toutes les expériences qu'a fait son mari pour qu'on les ait aujourd'hui. Aujourd'hui, ces planches, qui sont toutes signées Marie-Anne Pauls, sont pour beaucoup au CNAM, on peut les voir, on peut les visiter.
Ce qui est encore un plus important, c'est que cette femme au parcours impressionnant, eh bien, son mari a été arrêté à la Révolution française, il a été tué, toute leur fortune a été confisquée, mais elle a survécu. Et après la Révolution et la partie la plus difficile de cette crise, elle a réussi à recréer un club d'intellectuels autour d'elle pour vraiment pouvoir transmettre vers l'extérieur toutes les avancées de son mari, père de la chimie d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, je peux y répondre. Et je vous ai donné un exemple un peu large, j'espère, de tous les domaines dans lesquels les chercheurs en chimie sont actifs au CNRS. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Moi, j'en ai une un peu compliquée et très personnelle. On a en face de nous des jeunes qui se posent peut-être des questions sur leur futur métier. Vous qui avez fait un petit peu de chimie au lycée, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer dans cette voie et d'être à ce point passionné? Alors moi, c'est très simple. En fait, ce que j'aime vraiment… Alors, au lycée, j'ai détesté la chimie. C'est pas au lycée, vraiment, que j'ai commencé à aimer la chimie, mais parce que, en fait, j'avais à l'époque… Bon, j'ai fait mes études en Belgique, et à l'époque, on pouvait choisir les enseignements. Et donc, moi, j'avais choisi un enseignement qui faisait que j'avais qu'1 heure de sciences, toutes sciences confondues par semaine. Et donc, en fait, on n'avait pas le temps de rentrer dans le cœur de la matière, donc du coup, je n'ai pas accroché. Mais par contre, bon, j'étais plutôt bonne en maths, donc du coup, mes parents m'ont beaucoup poussée, donc je suis partie faire des études d'ingénieur. Et là, je me suis rendu compte que ingénieur, ça m'attirait pas du tout. Mais par contre, j'ai découvert ce que c'était que comprendre la matière qui nous entoure. Et de comprendre, en fait, qu'avec la chimie ou avec la physico-chimie, on pouvait tout expliquer, on pouvait voyager au cœur de la matière. Et là, ça a été une passion qui m'a plus jamais quittée, effectivement, qui m'a poussée à vouloir faire une thèse de doctorat et voilà, être dans ce domaine. Mais c'est vrai que comprendre comment ça marche, pourquoi à l'intérieur, si je vais regarder, et alors aussi tout ce côté voyeurisme, en fait, j'ai envie de dire que les techniques d'analyse permettent d'aller voir, et vraiment voir parfois avec ses propres yeux, avec des techniques de microscopie impressionnantes, aller voir des structures complètement impressionnantes de la matière qui fait qu'on a les propriétés qui nous sont utiles aujourd'hui. Vous êtes curieux. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui. Alors, c'est plus durable, oui, c'est plus durable que le silicium. Alors, par contre, le gros enjeu des panneaux solaires, que ce soit les perovskites ou les autres, en fait, aujourd'hui, pour obtenir le rendement le meilleur et le plus élevé, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir faire que perovskite ou que silicium. En fait, la meilleure solution, c'est de faire des multicouches. On va combiner les deux. Et alors, quand on fait des multicouches, là, autant vous dire que c'est la catastrophe au niveau du recyclage. Prenez un tétrapack de lait. Un tétrapack de lait, vous vous dites, c'est rien, je le mets je fais mon recyclage parce que je le mets dans la poubelle à carton. En fait, c'est une catastrophe. Il y a un film de métal, un film de plastique, un film de papier. Enfin, c'est une catastrophe à recycler. Et les panneaux solaires que l'on fait en multicouches, il faut dès à présent prévoir que les interfaces puissent, avec une technologie adaptée, être séparées. Et donc, aujourd'hui, on a un chercheur au CNRS qui a eu un brevet pour ça et qui a ouvert sa start-up, qui commence. En fait, il a développé des procédés au CO2 super critique, qui agit comme un solvant et qui va venir faire sauter ces interfaces un peu complexes. Dans vos baskets, c'est plein de polymères différents qui sont collés de façon super efficace tous ensemble et c'est une horreur à recycler. Eh bien, lui, si vous regardez sur Internet, c'est Idelam, sa start-up. Eh bien, en fait, il y a des vidéos où on voit le CO2 super critique et puis pouf, la basket comme un popcorn qui explose la semelle en quatre couches différentes. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train d'être mises en place pour justement pouvoir recycler ces matériaux très difficiles à recycler, comme les panneaux solaires, qui sont un bon exemple. Ouais. Mais en fait, si on arrive, alors par contre, si on fait ces multicouches, on arrive à des rendements très, très, très élevés, en fait, enfin très intéressants. C'est un peu le problème du sol du photovoltaïque, c'était le plafond des rendements. Voilà. Une autre question ? Bon, en tout cas, la chimie, c'est beau, c'est une science merveilleuse qui nous permet de comprendre plein de choses. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir et récupérer ce petit dossier de presse qui est en fait un résumé des 50 chapitres qui sont dans le livre Étonnant de chimie qui reprend un peu, qui reprend les recherches dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et pour chaque chapitre, vous avez 4-5 lignes. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus loin, je vous invite à venir récupérer ce petit livre auprès de moi. Il y a un site internet aussi. Oui, alors justement, en fait, derrière, ici, vous avez un QR code et quand vous scannez, vous avez la page
Et alors, c'est assez amusant parce que sur cette page qu'on a fait donc, avec ma collègue Françoise et mes autres collègues de l'Institut de chimie, en fait, sur cette page, vous avez notamment plusieurs vidéos comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y en a 5 en tout. Vous avez aussi le parcours des différents chercheurs. Vous pouvez suivre qui sont les auteurs de ce livre et vous pouvez aussi lire les contributions de chacun des chapitres du livre. Et sachez que vos collègues qui sont au lycée ont énormément utilisé, pour ceux qui avaient choisi l'enseignement physique-chimie, utiliser ce livre et les ressources de cette page pour leur grand oral, par exemple, du baccalauréat. Donc, ça peut être utile si vous avez un exposé à faire sur, pour votre cours de physique-chimie, ça peut être une ressource intéressante. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore pour cette brillante intervention. J'ai rarement vu un auditoire aussi captivé. Et moi, je vous remercie aussi.